Bienvenue sur Comtria Studio, une chaîne dédiée à ce qui nous fait kiffer, et ce que l'on aime, c'est vous faire plaisir. Vous avez été nombreux à nous demander cette vidéo, donc aujourd'hui, nous allons enfin parler de la grande alliance des 4 races. Embarquez avec moi dans le République, et c'est parti pour cette grande aventure. L'intrigue commence dès la saison 1, dans l'excellent épisode « Le supplice de Tantale ». En 1945, l'équipe du professeur Langford réussit l'exploit d'ouvrir la porte des étoiles vers un monde lointain. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur cette expérience, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo sur la porte des étoiles. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas la louper. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette fameuse planète. Une planète qui se trouve très proche de la Terre, voire même peut-être encore plus proche qu'Abydos. Et c'est sur cette planète que nous allons passer une grande partie de cette vidéo. Héliopolis. Cette fois, G1 n'est pas seul. L'équipe est accompagnée par Catherine Langford. Vous savez, la petite vieille qui était allée chercher Daniel lors d'un exposé complotiste. Mais ce n'est pas ça l'important. Alors, petit rappel, à ce moment de la série, on pense toujours que la Porte des Étoiles a peut-être été construite par les Goa'uld. Curieusement, en 1945, le petit copain de Catherine a traversé la porte pour se rendre sur une planète qui ne figure pas sur le cartouche d'Abydos. Tiens, c'est bizarre ça. Cette planète est déjà intrigante alors qu'on n'y a même pas foutu les pieds. Et oui, car si cette planète ne figure pas sur le cartouche d'Abydos, cela veut dire que les Goa'uld n'y sont probablement jamais allés. Bon allez, c'est parti, on traverse l'horizon des événements pour sauver le petit copain de Catherine. De l'autre côté de la porte, on découvre un temple avec une architecture très inhabituelle. Mais cette forteresse est en ruine. Au bord d'une falaise, elle menace de s'effondrer à tout instant, sans compter les vibrations de la porte et l'orage qui approche. C'est là que Daniel repère un vieux clochard, complètement à poil. C'est le petit copain de Catherine. Ah bah c'est plus le Beckett d'il y a 50 ans. Et oui, vous avez bien compris, il est resté seul sur une planète pendant 50 ans. Alors cela soulève beaucoup de questions. Pourquoi avoir construit un temple sur une planète déserte, qui pourtant semble pouvoir accueillir la vie? Durant ces 50 ans, Ernest a essayé de trouver des réponses à ces questions, en explorant la planète pour trouver quelqu'un ou quelque chose. Mais personne. Où sont les autres, les habitants? Il n'y a aucune vie sur cette planète? Le seul endroit digne d'intérêt, c'est le temple, où se trouve la porte. Alors vous allez me dire, il aurait pu la traverser pour rentrer chez lui, hein. Mais bon, elle est pétée. Dans la salle la plus sûre du château, un étrange appareil permet d'activer des symboles inconnus. Qu'est-ce que ça représente? 4 alphabets bien distincts. Visiblement, 4 races très avancées se réunissaient il y a très longtemps pour discuter en fait, on ne sait pas vraiment. D'ailleurs, rien ne nous dit qu'il s'agit d'un rassemblement bienveillant, hein. Peut-être que c'était des réunions salaces. Peut-être même qu'il ne s'agissait pas de réunions tout à fait officielles, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, on y reviendra dans la partie théorie. Bon, quoi qu'il en soit, cet épisode ouvre la porte d'un nouvel arc narratif pour la série. Visiblement, les Goa'uld ne sont pas la seule espèce de la galaxie avec un niveau technologique élevé. C'est aussi dans cet épisode que la mythologie de Stargate prend une autre ampleur. On s'éloigne progressivement des pyramides et des dieux égyptiens pour raconter quelque chose de plus moderne, ou de différent. Cela dit, les choses sont bien faites, hein. Dans la série, on ne saute pas du coq à l'âne comme ça. Quelques épisodes plus tôt, SG1 a visité une planète du nom de Cimmeria. Dans ce monde, les Goa'uld n'y sont pas les bienvenus. Le peuple qui y vit semble croire en l'existence d'un dieu celtique connu sous le nom de Thor. Un dieu bienveillant qui protège les humains de cette planète grâce à son marteau magique. Une technologie qui semble équivalente, voire supérieure à celle des Goa'uld. L'un des alphabets présents sur le mur semble correspondre à ce peuple protecteur et bienveillant. Mais pour l'heure, nous ne les avons jamais rencontrés. Oui, c'est une autre longue histoire. Mais elle finit bien. Mais alors, à quoi sert cette pièce? Quel secret cache ce château et cette planète? Malheureusement, nous n'en savons pas vraiment plus, hein. D'après Daniel, ces 4 races extraterrestres ont trouvé le moyen de communiquer de manière universelle dans toute la galaxie grâce aux atomes. Bien sûr!
comment communiquer avec tout l'univers. En réduisant la méthode de communication au plus petit dénominateur commun à toute vie et à toute matière qui existe dans l'univers, Jack, ils ont trouvé le seul langage commun à toute la galaxie. Est-ce qu'il s'agit d'une tentative de nous expliquer la facilité scénaristique du langage universel dans Stargate? Eh ben c'est raté, je ne suis pas convaincu. Oui, full corps. Bon, et maintenant on va faire un bond dans le temps et nous rendre directement à l'épisode 15 de la saison 2, la 5e race. L'équipe SG1 traverse la porte des étoiles et se trouve dans un environnement inédit. Sur P3R272, la porte semble être située dans une pièce carrée aux formes lisses. Seule la porte, le DHD et le MALP semblent meubler la pièce. Y'a quelqu'un? Je suis Daniel Jackson, on est de pacifiques explorateurs venus de la planète Terre. Ça vaut le coup d'essayer, non? Toutefois, un cercle de symboles lumineux est posé au sol. Tiens. Ces symboles ne nous sont pas si étrangers. Effectivement, il s'agit du même alphabet présent sur l'un des murs d'Héliopolis, ou PB2 908 si vous préférez. Alors retenez bien ces coordonnées, vous allez souvent en entendre parler sur cette chaîne. Quand O'Neill passe dans le cercle, une chose étrange semble sortir du mur. Là, il se passe quelque chose. D'ailleurs, on comprendra bien plus tard pourquoi il n'y a que lui qui peut activer le cercle. Une histoire de gène. Cette chose étrange ne semble pas réagir face à Teal'c. Comme bien d'autres technologies vues par le passé, il est possible que celle-ci ne réagisse pas parce que Teal'c a un symbiote. C'est une sécurité anti-Goa'uld. C'est là que O'Neill jette un œil à l'intérieur. Mon colonel. Jack? Vous m'entendez? Une fois à la base, O'Neill reprend connaissance. Mais quelque chose a changé. Peu à peu, il commence à parler de façon très étrange. Au début, de simples mots changent. Il dit qu'il a mal à la fronne et qu'il faut plier les cosards. Bon, peu à peu, les choses évoluent. Le colonel commence à se la jouer MacGyver dans toute la base, avec la lance de Teal'c, les ordinateurs et 2-3 autres joujoux. Il fait même de l'ombre à Daniel en décryptant les symboles de la planète. Mais le plus important, c'est qu'il entre un nouveau réseau de portes dans l'ordinateur de la base. Un réseau différent de celui des Goa'uld. Bon, je vous passe les détails et les rebondissements de l'épisode, mais finalement, O'Neill traverse la porte direction la galaxie d'Ida pour s'éclater comme une quiche devant des aliens dégueulasses. Après cette arrivée fracassante, une petite sieste, allez savoir ce qu'ils lui ont fait pendant la sieste. O'Neill comprend qu'il a affaire aux Asgard, la race de Thor. Ces derniers lui expliquent qu'il n'a rien à foutre là, et qu'il a consulté une bibliothèque des anciens, et que c'est pas de son âge. Ça ne vous était pas destiné. Quoi? Et c'est là qu'on va avoir l'un des monologues les plus importants de toute la franchise. Le petit gris, on va l'appeler Paul, nous explique qu'il y avait fort longtemps une alliance entre 4 races très puissantes. Les Asgard, les Nox, les Furlings, Et les anciens. les créateurs de la Porte des Étoiles. Paul nous explique que cette alliance est forgée sur de nombreux millénaires, et que pour faire partie du club, il va falloir faire ses preuves. J'ai entendu dire que les humains ont 7 trous. Ouais. Allez, c'est parti, on va aller chercher les outils. Oh, t'inquiète pas, je vais me débrouiller sans... Moi Il y en aussi, aura je pas veux pour tout essayer. le monde. Non, Ah non, c'est mon tour là, les petits devant. On est tous petits, connard. En même temps, fallait pas mettre la porte dans un club échangiste, hein. Leur petite fesse grise? Mais alors, qui sont ces 4 races mystérieuses? Bah ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo, les Asgard. Les Asgard sont des aliens, tout ce qu'il y a de plus alien. C'est une créature à peine plus haute que ça. Il a une peau toute grise, d'énormes yeux noirs et surtout de tout petits bras et jambes comme des petits cure-dents. Au-delà de leur aspect Roswell, ils alimentent la théorie des anciens astronautes. Mais oui, vous savez, cette théorie qui dit que des aliens sont venus sur Terre il y a très très longtemps pour nous montrer comment empiler des cailloux. C'est le cœur même de Stargate, avec les Goa'uld et les dieux égyptiens. Et les Asgard ont fait la même chose. Thor, Odin, Loki, Heimdall, tous ces noms ne vous sont pas inconnus si vous êtes fan du Marvel Cinematic Universe.
Mais bon, au-delà de la fiction, ce sont également des dieux nordiques fortement ancrés dans la culture viking et scandinave. Je pense que je ne vous apprends rien. Les Asgard sont les derniers du club des 4 races qui se soucient un petit peu de ce qui se passe dans la galaxie. Ils ont une liste de planètes protégées que les Goa'uld ne peuvent pas attaquer ou approcher sous peine de lourdes représailles. Car visiblement, les Asgard ont une technologie supérieure aux Goa'uld. Ces derniers les craignent et n'ont pas d'autre choix que de se plier à leur volonté. Cela dit, les Asgard ont d'autres problèmes à gérer. Et c'est peu dire. Dans le cas d'un affrontement direct avec les Goa'uld, les Asgard jouent au bluff. Effectivement, leur technologie est plus élevée, mais ils sont nettement moins nombreux, et n'ont pas les ressources pour une baston à grande échelle. Autre problème, les Asgard sont en guerre face à un danger beaucoup plus grand que les Goa'uld, les réplicateurs. Des crabes mécaniques qui n'ont qu'un seul but dans la vie, manger et se reproduire. Ouais, bah comme nous en fait. Non mais là c'est différent. Bref, les Asgard sont impuissants face à ce fléau. Le problème avec les réplicateurs, c'est que plus on est technologiquement élevé, plus ils nous dévorent. Ça ressemble un peu aux impôts. Une vidéo sur les réplicateurs. Je prends des notes. Mais attendez, parce que les réplicateurs ont un plus gros problème. Et oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais... bon, pendant toute la série... ils se baladent à poil. Enfin, ça c'est pas grave, mais... comment vous dire... je sais pas si vous avez remarqué, mais il manque un truc. Ah bah oui, le chouchou. Eh bien, pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des clones. Du moins, leur forme physique. Il y a longtemps que les Asgard ne se reproduisent plus. Arrivés à un stade de leur évolution, ils ont décidé d'abandonner les petits câlins, préférant l'immortalité. Pouf, quel ennui. Malheureusement pour eux, ce fut la mauvaise voie. Les clones sont des copies, des copies, des copies, des copies, des copies, ce qui crée une dégénérescence génétique. Mais oui, comme quoi la bonne vieille méthode de papa dans maman, bah c'est pas si mal. Au fil du temps, les Asgard se prennent une dérouillée par les réplicateurs. AG1 arrive à sauver leurs petites fesses grises à plusieurs reprises, créant un climat de confiance entre les deux espèces. Et finalement, les petits hommes gris décident de tirer leur révérence en offrant toutes leurs connaissances et leur héritage aux terriens avant de partir en confetti de l'espace. Les Asgard sont sûrement la race la plus développée et attachante de cette alliance. Elle a toujours fait preuve de sagesse sans vraiment créer de réelles catastrophes. Contrairement au dernier de la liste. Les Nox. Les Nox sont apparus très vite dans la série. On les a d'abord pris pour une bande de bouseux de la forêt vivant en ermite à bouffer des champignons. Bon, pas de quoi fantasmer, on est loin d'une grande civilisation hautement technologique, avec leur peau pourrie sur la tête, là. Mais la réalité est tout autre. C'est sûrement la pire des 4 races, voire même la race la plus égoïste de toute la Voie lactée. Et oui, ils cachent bien leur jeu, hein, vous allez voir. Et c'est le cas de le dire. En réalité, leur technologie est extrêmement évoluée, sans parler d'eux-mêmes, qui, spirituellement, ont des capacités incroyables. Ils arrivent à faire disparaître des canons ou encore des villes entières sans dispositif technologique apparent. Ils peuvent guérir, voire ressusciter les morts, ouvrir une porte d'un simple geste, et même se téléporter en faisant des ronds avec la main, là. Bon, et l'ordre de Jedi peut se coucher, hein. Visiblement, ici, on maîtrise la force 100 fois mieux que dans Star Wars. Ah oui, ce sont des maîtres Jedi, hein, je vois pas d'autres explications. En plus, ils nous imposent leur vision Peace and Love à la Mormolneux. Voilà, en fait, je pense que si un elfe devait s'accoupler avec un Jedi dans un compost, eh ben ça fera un Nox. Bah oui, ils sont complètement cheatés. Et c'est pour ça que je les aime pas. Ils auraient pu se préoccuper de la galaxie tout entière. Mais non! Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on n'abîme pas leur petite forêt. Et ils sont chiants. Oh. Et le truc le plus foufou qu'ils ont dû faire ces 100 dernières années, c'est cacher un canon. Ouh. Exact. Ah bah l'IA, elle a dû en avoir des choses à raconter quand elle est rentrée chez elle. Ouais, de toute façon, c'est la petite coquine d'Enox. Hein. À chaque fois qu'il y a une petite dinguerie à faire, c'est elle qui s'y colle. Exact. D'ailleurs, c'est la seule fille Nox que l'on rencontre. Si ça se trouve, c'est la schtroumpfette du village, tu sais. Exact. Bon, quoi dire de plus sur... de ce que l'on sait, ils ne vivent que sur une seule planète. Tout va bien pour eux. Ah oui, et c'est la seule civilisation des 4 races qui semble n'être jamais allée sur Terre, avant l'ouverture du SGC du moins. Les Forlings.
Alors les Furlings, c'est la porte ouverte à toutes les théories. Hein. On ne les a jamais vus, on sait même pas à quoi ils ressemblent. Et non, les ours en peluche, c'est juste une grosse blague pour le 200e épisode. Ouais, parce que c'est comme ça que le colonel O'Neill se les représente. Certains les imaginent tout petits, d'autres très grands. La seule trace de leur civilisation ailleurs que sur PB2, c'est sur la planète P5X 777. Tout de mémoire. Vous savez, celle où Maybourne essaie de s'offrir une petite retraite anticipée avec O'Neill, à l'aide d'une clé qu'il a trouvée quelque part sur Terre. Une clé déposée par les Furlings il y a des milliers d'années. Cette clé, fournie avec des explications, permet de se rendre dans un lieu utopiste afin de vivre en communion avec la nature. Encore des bouffeurs de salade. Ce qui me laisse penser que les Furlings doivent être des genres de cousins des Nox, qui seraient fait pistonner pour rejoindre le club des 4. Ah mais franchement, tu m'étonnes pourquoi les Asgard se sont retrouvés tout seuls à la fin. Finalement, ils semblent avoir disparu en laissant très peu d'indices sur leur destin. Et les anciens. Allez, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le plus gros du moins. Naturellement, on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, hein, mais on va étudier ça sur un autre angle. Les anciens sont les créateurs de la Porte des Étoiles. Leur véritable nom, les Alteran. Ils viennent d'une autre galaxie. Après une guerre civile les opposant à un autre groupe appelé les Ori, ils s'exilèrent vers la Voie lactée pour s'installer sur Dakara. Une fois installés, ils décident de s'implanter massivement dans la galaxie en utilisant la Terre, ou du moins le système solaire, comme point de départ. C'est là qu'ils décident de lancer un projet un peu fou, le projet Destiné. En regroupant plusieurs technologies, ils fabriquèrent des vaisseaux capables d'analyser et de poser des portes des étoiles à travers la galaxie. Des vaisseaux qui seraient suivis peu à peu par un autre vaisseau beaucoup plus imposant, le Destiny. Celui-ci a pour but de découvrir les secrets de l'univers en suivant un signal provenant du fond diffus cosmologique. Un signal qui semble venir des origines du Big Bang. Ce projet a mis des centaines d'années à se mettre en place. Pendant ce temps, la technologie de la porte est utilisée pour trouver, répertorier et équiper toute planète de la galaxie d'une porte des étoiles. Ce travail a pris des milliers d'années. D'ailleurs, il est possible qu'à l'heure actuelle, des vaisseaux continuent de faire ce travail en pilotage automatique. Les Alteran ont conquis la galaxie, et c'est sûrement à ce moment-là qu'ils ont rejoint le fan club des 4. Peu à peu, de nombreux projets se mettent en place. Les Alteran semblent prospérer. Ils vivent en harmonie avec les autres peuples de la galaxie et cohabitent avec les humains qui ont évolué naturellement sur Terre. Tout va bien pour eux jusqu'à ce que les Ori retrouvent leurs traces. C'est là qu'une mystérieuse maladie contamine toute la galaxie. Les anciens tentent plusieurs projets pour remédier à ce fléau. En l'occurrence, le dispositif de Dakara qui a pour effet d'envoyer une onde capable de modifier la matière au niveau moléculaire. Ce dispositif a été utilisé pour remodeler la galaxie après la peste. Mais peu d'Alterans survivent à l'épidémie. Deux choix s'offrent à eux, s'élever ou s'exiler. C'est là que la cité d'Atlantis a pris son envol pour la galaxie de Pégase. Et c'est là que c'est complètement parti en cacahuète. Ils ont fait plein d'expériences cheloues qui s'est mal passé. Ils ont créé des véritables monstres, hein, et je parle pas que des races. Et a priori, il y avait aussi une forme d'esclavage, hein, et oui, parce que sinon, pourquoi expatrier des humains dans Pégase ? Bref, en tout cas, ils ont fini par se faire dévorer par une race insectoïde. Finalement, la cité d'Atlantis fut engloutie et abandonnée. Les derniers survivants se sont exilés sur Terre, nous rapportant des légendes et des mythes. Certains d'entre eux ont réussi l'exploit de s'élever à un niveau de conscience supérieur. On appelle ça faire l'ascension. Ah, c'est très compliqué à expliquer, hein. Pour faire simple, il s'agit d'une forme de spiritualité menant l'esprit à un niveau de conscience supérieur. Dans tous les cas, sachez que les Alteran de cette galaxie sont toujours présents, mais sur un autre plan de conscience. Mais contrairement aux Ori, qui se sont également élevés de leur côté, ils ne veulent pas interférer avec les êtres inférieurs, les nous. Ah oui, dis donc, mais pourquoi ? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà pour éviter de reproduire les erreurs de leurs cousins, les Ori, hein, qui ont profité de leur grand pouvoir pour soumettre les peuples sur un plan inférieur, leur permettant ainsi de galvaniser leur force vitale. Bah oui, parce que pour nous, pauvres mortels, hein, les ascensionnés sont comparables à des dieux. Ils peuvent faire de véritables miracles ou déchaîner les enfers sur nous. Oui, dans la série, on a plusieurs exemples d'anciens qui ont pété un câble et c'est pas joli à voir.
Quoi qu'il en soit, dans la mythologie de Stargate, plus il y a de gens qui ont la foi envers un être ascensionné, plus cet être ascensionné a de puissance. Le mécanisme est complexe, je ne peux vous l'expliquer, mais c'est possible. Bien sûr, pour que les effets soient mesurables, il faut assujettir de très nombreux humains. Les anciens connaissent ce phénomène. C'est à cause de lui qu'ils refusent d'intervenir sur les plans d'existence inférieurs. Et maintenant, bon, résumons un peu la situation. L'Alliance des 4 races n'existe plus. Les Asgard se sont éteints, les anciens ont quitté notre plan d'existence, et a priori les Furlings ont disparu. Ça me semble juste. Ouais, finalement, il n'y a que les Nox qui sont encore debout, avec leur charisme de feuillage. Si t'as la ref à ça, t'es le boss. Mais les Asgard ne sont pas partis sans rien laisser. Ils ont fourni tout leur espoir et leur héritage à la race la plus inconsciente qu'ils connaissent, les humains de la Terre. Avant de partir en confetti de l'espace, ils ont équipé un vaisseau humain de toute leur technologie, ainsi que d'un data center avec toutes les connaissances des Asgard. Littérature, histoire, biologie, armement... On en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est à ce moment-là que les humains ont fait un bond de géant dans leurs connaissances technologiques. Cet héritage ainsi que la confiance accordée par les Asgard font d'eux la 5e race de cette alliance. Mais les Asgard ne sont pas les seuls à avoir laissé un héritage. On l'a déjà vu au début de la vidéo, les anciens ont laissé plusieurs bibliothèques sur certaines planètes de la galaxie. Elles permettent de télécharger les informations dans l'esprit humain, mais également de faire évoluer ce dernier pour qu'il se rapproche un peu plus de l'ascension. Je vais spéculer, mais il est possible que si O'Neill n'avait pas été sauvé 2 fois par les Asgard, il aurait bien pu effectuer son ascension. Bref, les anciens ont également laissé derrière eux la cité de l'Atlantis. La cité disposant également de toutes les connaissances des anciens, elle est l'héritage de nos ancêtres. Tout comme le Destiny d'ailleurs, hein, mais pour le coup c'est plutôt un vieux projet périmé laissé à l'abandon. Seuls les Furlings restent totalement mystérieux. Pourquoi je fais ça? Spéculation. Dans l'univers de Stargate, le savoir des anciens, c'est la quête ultime. Quiconque détient leur connaissance peut devenir le maître de la galaxie. Mais selon moi, la quête ne s'arrête pas là. Disposant du savoir des anciens et des Asgard, on peut parier que les Terriens vont essayer de compléter la collection. Un nouveau dialogue pourrait s'ouvrir avec les Nox, des échanges basés sur la compréhension de l'univers. Cela dit, je trouve que les capacités des Nox ressemblent beaucoup à ceux des anciens qui y sont élevés, hein. On dirait presque qu'ils les invoquent. Si ça se trouve, les Nox leur fait un chantage de malade. Tu sais, il y a dû se passer des trucs sur PB2, on veut pas savoir en fait. Ou alors ils sont comme les prêcheurs des Ori, hein, des êtres super évolués et capables de miracles. Voilà, et imagine une baston à la Mortal Kombat entre un Nox et un prêcheur. Vous savez quoi, je suis pas fan de l'IA, mais s'il y en a un qui peut faire ça, ah ouais, identifié comme Traya Studio. Je veux voir ça. Bon, ça suffit, un peu de sérieux s'il vous plaît. Les objectifs de la Terre ne sont plus les mêmes qu'aux premières saisons. Malgré tout, les Nox pourraient trouver les humains illégitimes à la 5e race. Car comme les Goa'uld, nous n'avons fait que voler ou récupérer des technologies appartenant à d'autres civilisations. Les Furlings font partie des plus grands mystères de la saga, libre à chacun d'imaginer n'importe quoi sur eux. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être un mystère pour nous, spectateurs, mais ça ne doit plus vraiment en être un pour les Terriens. Et oui, disposant des bases de données Asgard et anciennes, les Furlings y sont forcément référencés. Le GC doit avoir comme objectif de rechercher des traces de leur civilisation pour retrouver leur héritage. On peut également imaginer que la technologie Furlings a servi de base pour les Goa'uld. Après tout, dans le film original, on nous présentera sous la forme d'une race alien inconnue. Et je ne le répéterai jamais assez, parce que j'ai encore vu ça il y a pas longtemps, Ra n'a jamais eu pour autre un Asgard. Ça ressemble pas à un Asgard, je suis désolé. Ouais, c'est comme si tu comparais Gimli et Golas. Non, mais on voit bien que ça ressemble pas. Hein. Bah, c'est pareil, ça ne se ressemble... Non, ça ne se ressemble pas. Non, stop, je veux plus entendre ça. Ça m'énerve. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les Goa'uld, donc n'hésite pas à aller la checker, hein, tu verras. J'en parle, voilà, j'explique tout, j'explique l'histoire aussi avec les Unas et tout, qu'il y a une explication, que voilà, il y a une logique derrière tout ça, mais voilà, c'est pas... Non. Bref, je m'égare. Je disais donc, peut-être que, dans ce cas-là, vu qu'on ne sait pas à quoi il ressemble, peut-être que Ra avait un autre Furlings. Pour le coup, c'est une théorie qui me semble plus logique.
Mais personnellement, j'aime imaginer qu'il s'agira encore d'une autre race, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo quand même. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils ont choisi de vivre simplement en communion avec la nature, peut-être pour se rapprocher de l'illumination. Cela dit, une civilisation peut être composée de plusieurs dogmes. Peut-être qu'une partie des Furlings a décidé autrement. Peut-être que certains d'entre eux sont juste partis ailleurs, ou se sont cachés en attendant des jours meilleurs pour revenir en force et prendre le dessus sur la galaxie. Les Furlings pourraient devenir les prochains antagonistes de la saga, et je pense que ça ferait plaisir à pas mal d'entre nous. Et ceci pour plusieurs raisons. On peut facilement imaginer qu'ils estiment illégitimes les humains pour récupérer le savoir des anciens et des Asgard, pour également se faire manipuler de façon à ce qu'on leur fasse croire que les humains sont à l'origine du déclin de ces deux dernières races, créant ainsi un conflit sur la base de mensonges et de manipulations, créerait un Game of Thrones des étoiles. Boum. Cela dit, je pense que les enjeux de la prochaine série seront beaucoup moins grands que les précédents, mais en tout cas j'aimerais, comme vous, en apprendre plus sur la grande alliance des 4 races. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. On pourrait avoir des flashbacks de cette grande époque. On retrouverait leurs représentants sur PB2 discutant d'un problème conduisant à la dissolution de l'Alliance ou à l'apparition de la menace Goa'uld, ou même encore à la création d'un grand projet. Un grand projet qui leur profitera à tous. On le sait tous, de destinée et de conception ancienne. Ça fait aucun doute. Mais ce qui est curieux, c'est que certaines technologies à bord du vaisseau ne sont pas retrouvées sur le matériel des anciens dans la galaxie de Pégase, qui est pourtant plus jeune. Je pense surtout aux capacités de recherche du vaisseau. Un vaisseau qui fonctionne à l'énergie solaire, littéralement. Il traverse des étoiles, le bourrin. Dites-vous qu'à la surface du Soleil, donc notre étoile, c'est 5000 degrés. Et ça, c'est rien, comparé au cœur de l'étoile, qui avoisine les 15 millions de degrés. Et le vaisseau, lui, il traverse complètement l'étoile, il ralentit même pas. Ce qui est techniquement impossible. Il n'y a pas de débat, c'est impossible. Alors bon, admettons, si les anciens avaient cette technologie des milliers d'années avant de coloniser la galaxie de Pégase, comment se fait-il que leur flotte ne soit pas équipée de cette technologie La cité d'Atlantis, qui est censée avoir le bouclier le plus puissant créé par les anciens, je la vois pas trop aller se perdre au milieu d'une étoile. Non, même avec les 3 E2PZ chargés... attendez, il y a qu'à voir la panique que c'était quand une éruption solaire pointait le bout de son nez. Et on n'est pas grillés comme des toasts. Ouais, on n'est pas des toasts. Donc voilà ma théorie. Les anciens n'ont pas lancé seuls le programme Destiné. Dans leur soif de savoir et à la recherche de la connaissance universelle, l'Alliance des 4 races a très bien pu se lancer dans ce projet un peu fou afin de découvrir les mystères de l'univers. Chacune des races a pu apporter sa pierre à l'édifice pour donner aux vaisseaux toutes leurs chances d'arriver à destination. Un voyage qui aurait pu durer plusieurs millénaires. Les anciens se sont portés volontaires pour rejoindre le vaisseau via le réseau de portes qu'ils ont créé en partageant leurs découvertes à travers l'Alliance. Je vous ai pas convaincu, Et pourtant, souvenez-vous sur Heliopolis, il était question d'un message sur le sens de la vie. Le Destiné n'est-il pas parti pour répondre à cette grande question? À la recherche des origines du temps, sur la trace d'un signal dans le fond diffus cosmologique, envoyé par des créateurs de l'univers. Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous dit que le Destiné est le seul vaisseau de ce type qui a été envoyé pour cette mission? On sait que le code pour activer les portes a été trouvé dans la base de données d'Atlantis. Mais peut-être que dans la base de données des autres races, il y a un code menant à d'autres vaisseaux du même type qui suivent la même route que le Destiné. Peut-être même que les autres se sont perdus ou détruits, ou même que l'un d'entre eux est arrivé à destination. C'est de la pure spéculation. Bon, revenons sur Heliopolis. La porte est inactive, mais maintenant que nous disposons de vaisseaux, cette planète devrait être explorée afin de revenir sur les traces de l'Alliance. Ernest l'a explorée pendant 50 ans. À part le château au bord de la falaise, il n'a rien trouvé. Et puis bon, une planète c'est très grand. Et avec ses petites jambes, même au bout de 50 ans, il est peu probable qu'il en ait fait tout le tour. Il est peut-être passé à côté de quelque chose. Tout comme P3R272. Vous savez, la planète chelou où il y avait la bibliothèque des anciens. Je comprends pas pourquoi on n'a pas eu un épisode où ils essayaient de défoncer les murs pour savoir ce qui se passe derrière. Comme Carter le dit, au-delà de la bibliothèque, la pièce est très bizarre.
D'ailleurs, rien ne nous dit qu'il s'agit d'une planète, hein. Ça pourrait être un vaisseau ou une base stellaire en orbite autour d'une étoile. Ce sont des explorations qui mériteraient d'être faites, un petit peu comme le concept de notre fan-série, des équipes dédiées à l'exploration des planètes dont la porte des étoiles n'est plus accessible ou ne fonctionne plus. Leur priorité est de retrouver et de redresser la porte afin de permettre une exploration plus longue. Cela pourrait être un très bon sujet pour une nouvelle série. Elle permettrait de se concentrer sur une petite équipe partant d'un vaisseau avec des décors limités et un petit budget. Mais ce concept est peut-être plus dédié à une web-série. C'est peut-être un peu limité pour un gros budget, comme il est prévu pour le retour de la franchise sur Amazon. La mythologie Stargate autour des 4 races n'est pas l'arc narratif le plus connu de la franchise. Je ne pense pas que la nouvelle série se concentrera sur ça. Quant aux Forlings, cela risque de perdre beaucoup de gens. En convention, quand on discute avec des gens plus ou moins fans de la franchise, c'est souvent la même chose qui revient. Des personnages attachants, se battant contre des aliens parasitaires, se faisant passer pour des dieux mythologiques. Voilà pourquoi mettre les Forlings sur le devant de la scène pour une nouvelle série censée relancer la franchise serait certainement très risqué. Et vous savez ce que je dis toujours, hein. Les studios n'aiment plus prendre de risques. Il faut que ça rapporte. Mais il faut se rassurer, il a été déjà confirmé par les showrunners de la nouvelle série que la mythologie Stargate ne serait pas modifiée. La connaissance universelle du savoir des 4 races est la quête ultime pour toutes les espèces de la Voie lactée. Cette alliance qui s'est forgée sur plusieurs millénaires a pour membres les espèces les plus vieilles et les plus intelligentes qui n'ont jamais existé dans l'univers de Stargate. De quoi piquer notre curiosité. La légende des 4 races n'a pas fini de nous livrer ses secrets. Et c'est ça qu'on aime. Laisser une porte ouverte à l'imaginaire permet d'alimenter les débats et rajoute beaucoup de fun à cet univers. N'hésite pas à donner ton opinion dans les commentaires, surtout sur ma théorie du Destiny. Je pense qu'elle va vous plaire. Partage, like, et si tu veux aller sur notre page où on poste souvent des sondages ou des actus, donc n'hésite pas à y faire un petit tour. Et à bientôt sur Comtraia Studio.